connaissez la littérature sur les écoles efficaces, cette littérature-là a été fortement publiée par un Américain qui s'appelle Ron Edmonds au début des années 70. C'est des écoles qui sont situées dans des quartiers défavorisés où le rendement des élèves est égal, voire même supérieur à des écoles de milieu mieux nantis. Si vous connaissez les travaux en sociologie de l'éducation, on sait depuis la publication du rapport de James Coleman en 1966 que lorsqu'un élève provient d'un milieu défavorisé, malheureusement, les probabilités d'avoir une diplomation sont moins élevées que lorsqu'un élève provient d'un milieu mieux nanti. Et c'est encore vrai en 2017. Sauf qu'il y a des écoles qui n'entrent pas dans cette règle-là. C'est ce qu'on appelle le mouvement des écoles efficaces. Et dans à peu près toutes nos provinces canadiennes, quand on fait le tour soit des commissions scolaires ou des conseils scolaires, on est capable de retrouver des écoles qui ont dans leur mur des élèves qui proviennent de milieux très défavorisés, où le rendement de ces élèves-là est égal, voire même supérieur à des écoles de milieux mieux nantis. Quand on voit ce type d'établissement-là, ce qui nous préoccupe, c'est comment se fait-il que des établissements comme ceux-là réussissent à amener des élèves à un niveau de performance qu'on n'a pas vraiment l'habitude de rencontrer. Et actuellement, l'un des principes clés de ces écoles-là, et c'est ce que moi je vois dans toutes les écoles que j'accompagne, c'est plus les pratiques au sein de l'école sont uniformes ou harmonisées, plus celle-ci est efficace. Une gang de profs qui travaillent ensemble ont beaucoup plus de succès auprès des élèves que lorsque chacun fait les choses à sa façon. Quand nous sommes un père et une mère de famille, ça fait longtemps qu'on a compris ça. Quand papa et maman disent la même chose, les enfants, Frédéric et Samuel, font exactement ce qu'on demande. Quand papa et maman ne disent pas la même chose, Frédéric et Samuel vont voir celui ou celle qui dit oui. C'est la même chose à l'intérieur d'une école. Plus les pratiques sont harmonisées, et autant sur le plan comportemental que sur le plan des apprentissages, meilleurs seront les résultats des étudiants. Si vous avez vu la dernière méga-analyse de John Hattie, sur 195 facteurs qui améliorent le rendement des élèves, le travail en collaboration des enseignants et le sentiment d'auto-efficacité du travail d'une gang de profs ensemble arrive au 2e rang sur 195 facteurs. C'est énorme. Donc, aujourd'hui, travailler dans une école implique obligatoirement, pour le succès des élèves, de travailler les uns avec les autres. Appelez ça communauté d'apprentissage professionnel, équipe de collaboration, co-développement, name it, là, peu importe, mais il faut que les profs travaillent ensemble avec une direction d'école qui va en assurer le leadership. Donc, quand on se parle du soutien au comportement positif, c'est un moyen d'harmoniser les pratiques à l'intérieur d'une école sur le plan comportemental. Alors, je le disais au tout début, le soutien au comportement positif, c'est une traduction du programme américain PBIS qui est appliqué dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, si vous voulez en savoir plus spécifiquement là-dessus, on a créé aussi, on est un réseau de chercheurs canadiens qui a créé un site qui s'appelle scp-pbis.ca où on essaie de placer quelques informations sur le soutien au comportement positif pour les gens francophones du Canada. Qu'est-ce que c'est? Le modèle SCP ou le système SCP ou PBIS, c'est un modèle de réponse à l'intervention. Donc, c'est un modèle RAI, Response to Intervention, au plan comportemental, qui restructure la gestion des comportements en utilisant un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives afin, d'une part, prévenir et gérer efficacement les écarts de conduite des élèves, et d'autre part, établir et maintenir un environnement qui favorise l'enseignement et l'apprentissage. Le but, c'est de faire en sorte que lorsque l'enseignant donne ses cours, que les jeunes puissent profiter de cette bonne pédagogie-là. Donc, un enseignement efficace implique obligatoirement une gestion des comportements. Un enseignant ne peut pas enseigner un concept X ou Y quand les élèves courent ses bureaux. Caricature, là, mais il faut avoir l'attention des élèves. Il faut que les élèves soient disponibles à l'apprentissage. Donc, ça implique la gestion de comportement. La gestion de comportement, au moment où on se parle, c'est le premier motif d'abandon de la profession enseignante. Quand on regarde les études qui ont été faites auprès des enseignants qui ont décroché, pas ceux qui pensent décrocher, ceux qui ont décroché. Thèse de doctorat, Frédéric Sauvé, Université de Sherbrooke. Quand on interroge ceux qui ont quitté la profession, c'est pas le salaire qui n'a pas d'allure,
qui expliquent leur départ. Ce n'est pas les 8 préparations de cours. Ce n'est pas les conditions qui ne sont pas toujours les plus intéressantes. C'est je suis incapable d'enseigner. Je suis incapable de gérer les comportements des étudiants. Et c'est le défi le plus important dans tous les pays où des études ont été menées sur les enseignants qui quittent la profession. C'est vraiment la gestion de classe ou la gestion de comportement qui est un défi hyper important. Donc le système SCP permet de répondre en partie, peut-être pas en tout, mais en partie à ce défi-là des enseignants. Par exemple, c'est des enseignants qui marchent leur classe, comme un bon cultivateur marche sa terre. Un enseignant qui marche sa classe a 50% moins de problèmes de discipline qu'un enseignant qui reste assis en avant et qui reste à son bureau. Donc, c'est pas qu'un enseignant est venu au monde avec un don de Dieu et l'autre une roche à la tête. C'est pas de même que ça marche. C'est qu'il y a des stratégies qui expliquent le succès de certains et l'insuccès de d'autres. Donc, la majorité des interventions efficaces en gestion de comportement sont celles qui préviennent les écarts de conduite des élèves. Mais une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas garant d'obéissance de la part de tout le monde. C'est important aussi d'avoir des interventions curatives ou correctives. Et plus ces interventions-là sont planifiées et pensées à l'avance, meilleures seront les chances de succès. Caroline Evertson, qui est une figure de proue sur la gestion de comportement, disait dès les années 60, une année bien débutée au plan comportemental est généralement une année qui va bien se terminer. Une année mal débutée sur le plan comportemental est généralement une année qui va mal se terminer. Donc, quand moi je rencontre les enseignants, je leur dis oui, c'est important de bien planifier les contenus de vos leçons, mais c'est tout aussi important de planifier quels sont les comportements que vous désirez obtenir pour installer les routines le plus rapidement possible et être capable, éventuellement, d'enseigner exactement ce que l'on souhaite. Oui, la classe est importante, mais l'école également. Exemple, une école qui ne définit pas quels sont les motifs pour lesquels un élève doit être retiré de classe, pas peut, doit être retiré de classe, c'est lorsque le comportement de l'enfant empêche l'enseignant d'enseigner et empêche les autres élèves d'apprendre, ou bien c'est un comportement illégal, dangereux, voire illicite. Quand une école n'a pas défini une liste de comportements comme celle-là, les enseignants en classe ne peuvent pas gérer adéquatement les comportements. Est-ce que je le garde, je ne le garde pas? Est-ce que je le sors, je ne le sors pas? Et là, on voit deux types d'abus à l'intérieur de nos écoles. Ou bien des jeunes sont sortis de classe pour des motifs totalement irrecevables. Tu n'as pas ton matériel, retenu. Tu n'as pas ton crayon, retenu. Tu arrives en retard, retenu. Tu n'as pas fait tes devoirs, retenu. On ne sort pas un élève de classe. Je ne dis pas qu'on n'intervient pas avec lui, là. Mais on ne prive pas un élève d'enseignement quand son comportement n'empêche pas d'enseigner, n'empêche pas les autres élèves d'apprendre, ou quand le comportement n'est pas un acte illégal, illicite, voire dangereux. Ça veut dire qu'il faut le gérer. C'est de la gestion de classe à ce moment-là. Mais dans la majorité de nos écoles, en tout cas, je parle pour le Québec, les écoles ne disposent pas d'une politique claire. Donc, les enseignants se questionnent tout le temps. Et là, on voit l'abus des élèves qui sont sortis trop souvent, ou on voit l'inverse chez les jeunes enseignants qui commencent. Tolérer, 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 tolérer. Alors que les élèves devraient être retirés de classe parce que leur comportement empêche les autres élèves d'apprendre, ces élèves-là, malheureusement, demeurent en classe. Donc, oui, pour gérer les comportements, l'enseignant a un boulot à faire. Mais au niveau de l'école, il doit y avoir une politique qui encadre les comportements, principalement les comportements ou les motifs pour lesquels un élève doit être retiré de son, temporairement bien sûr, là, et qui doit être retiré de la classe. Alors, on va voir les interventions de prévention universelles. Alors, pour implanter un bon système de gestion de comportement, il y a des conditions préalables dont il faut tenir compte pour être capable d'obtenir le succès souhaité. Il y a d'abord s'adjoindre un professionnel pour le faire, je vais en reparler, obtenir l'engagement de la direction du personnel, former un comité de pilotage et dresser un état de situation. Commençons par la première condition préalable. C'est important pour améliorer la gestion de comportement d'être accompagné de quelqu'un pour être capable d'y arriver. Une école peut difficilement faire ça seule. C'est ce que notre enquête, que je partageais avec Mme Nantel, nous a dit sur la formation continue en littératie. Quand on parle des communautés d'apprentissage professionnel et qu'on a toujours 3 ou 4 questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent, comment allons-nous faire pour s'assurer qu'ils l'ont appris? Moi, j'ajoute 2 questions à ces 4 questions-là. Avons-nous l'expertise à l'intérieur de la communauté pour être capable d'atteindre les objectifs qu'on se fixe? Parce que c'est pas parce qu'on a assis une gang de profs autour d'une table
que ça veut dire qu'on va être capable d'améliorer les résultats des élèves. Quand on partage un paquet de pratiques non probantes et non efficaces, ça ne veut pas dire qu'on va améliorer le rendement. Donc, est-ce qu'on possède l'expertise à l'intérieur de la communauté pour être capable d'y arriver? Puis deuxième question, si on n'a pas l'expertise, comment allons-nous faire pour s'assurer de l'obtenir? Donc, quand on parle de gestion de comportement, c'est la même affaire. On doit avoir l'expertise en gestion de comportement qui va nous permettre de changer la gestion des comportements à l'intérieur de l'équipe pour le mieux. Donc, généralement, c'est important qu'on ait un professionnel qui a déjà vécu le SCP, qui va pouvoir accompagner les écoles qui vont vouloir en faire l'expérimentation. Sélectionner des intervenants qui ont une expertise en gestion de comportement, former ces intervenants-là sur le système SCP selon le principe du compagnonnage. Donc, ces gens-là sont en compagnonnage avec une équipe qui connaît déjà SCP et qui peut se former directement dans l'action. Et à ce moment-là, ça permet de disposer d'une équipe d'intervenants au niveau de la commission scolaire ou du conseil scolaire afin d'accompagner les écoles. Deuxième composante, c'est important que le staff adhère à l'idée de changer les choses. Pour être capable de s'assurer que l'équipe adhère, c'est important que le système soit présenté aux écoles qui désirent le mettre en œuvre et qu'une fois que la présentation est faite, il doit y avoir un vote secret qui va se prendre. Est-ce qu'on a un minimum de 80% du personnel qui désire implanter le système, oui ou non? Si le chiffre est inférieur à 80%, nos collègues américains nous conseillent de ne pas implanter le système. Parce que nous n'aurons pas les résultats positifs escomptés. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec l'école, mais on ne pourra pas implanter le système dans toute son intégralité. Les probabilités d'avoir un rapport coût-bénéfice négatif sont trop importantes. Donc, première condition, est-ce que le staff adhère, oui ou non, à un système comme celui-là? Il faut voir que le système doit être implanté pour une période minimale de 3 ans. Généralement, ce qu'on fait avec les écoles, avec le modèle de réponse à l'intervention, première année, on implante les mesures de premier niveau, deuxième année, deuxième niveau, troisième année, troisième niveau. Et un acteur hyper important dans ce processus-là, c'est le soutien, la participation importante de la direction d'école. La direction d'école est un élément hyper important pour le succès du soutien au comportement politique. J'ai déjà publié d'ailleurs là-dessus dans la revue Éducation Canada. Et c'est tellement important pour nous maintenant qu'on mesure le leadership de la direction d'école. On le fait à partir d'un test qui a été développé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qu'on a adopté, et on demande au personnel d'évaluer le leadership de leur direction de façon anonyme sur une échelle de Likert. Et si le score de la direction est minimum 80% et plus, on débarque pour faire l'intervention. Si le staff a voté à 100% pour l'implanter et que le score de la direction n'est pas suffisant, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que nos données de recherche nous montrent que si la direction ne possède pas un leadership fort, c'est voué à l'échec. Et souvent, moi, je dis aux directions générales des commissions scolaires, si vous avez une direction à l'intérieur de vos établissements qui est là depuis 5, 6, 7, 8 ans et qui avait un défi à relever et que le défi n'a pas été relevé, la personne ne fait pas partie de la solution, elle fait partie du problème. Un autre meilleur. Il n'y arrivera pas. Si ça fait déjà 7-8 ans que la personne est là, puis ça n'a pas changé, je vais être meilleur que n'importe quel astrologue pour vous prédire que si on le laisse encore dans 7-8 ans, ça ne changera pas. Un autre meilleur. Donc, à partir du moment où le leadership est là, que l'engagement du personnel est là, là, à ce moment-là, on a des conditions propices pour que le changement qu'on va proposer puisse s'implanter. Parce que SCP, vous allez le voir, ce n'est pas un petit changement, c'est un changement radical. On passe d'une approche coercitive en gestion de comportement à une intervention beaucoup plus proactive et positive. Ensuite, c'est important de former un comité. Le changement ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de la direction d'école. Et quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est la responsabilité de personne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on désigne des membres qui auront comme mandat, avec la direction d'école, d'implanter le système dans son intégralité. Et on s'assure que quand on forme le comité, qu'on a une bonne représentativité. Si par exemple on est au primaire, on va avoir des gens du premier cycle, des gens du deuxième cycle. Si on a des services à l'intérieur de l'école, on va avoir des gens des services. On essaie d'avoir à petite échelle une forte représentativité de l'ensemble de la communauté à large échelle. À partir du moment où l'équipe est formée, celle-ci pilote l'implantation du SCP. Donc elle va recevoir au cours de l'année qui précède
l'implantation du système à l'intérieur de l'école, 5 journées de formation pour être capable de déployer toutes les composantes que je vais vous présenter. Et à partir du moment où l'année commence, cette équipe-là se rencontre minimum une fois par mois, à tous les mois, pour faire le pilotage des données comportementales. Est-ce qu'entre le mois actuel et le mois précédent, est-ce qu'on a connu une augmentation des problèmes disciplinaires, une diminution? Si on a une augmentation, quelle aire de vie? Quel niveau? Est-ce que c'est un niveau complet qui est concerné ou c'est quelques élèves qui auraient besoin qu'on accompagne davantage? Donc, on gère les comportements sur le plan des données comme on devrait le faire sur le plan des apprentissages. C'est vraiment une gestion axée sur les résultats. Ensuite, quatrième condition essentielle, faire un bilan de situation. Avant de commencer à vouloir changer les choses, c'est important qu'on sache d'où on part. Donc, quelles sont les forces au niveau de l'école, quels sont ses défis, quelles sont ses difficultés, et c'est principalement ces défis-là qu'on va essayer d'adresser dans la première année d'implantation. Donc, c'est un questionnaire que le personnel complète toujours de façon anonyme, qui permet au petit comité et à moi et notre équipe de voir quel est le portrait des forces que le staff nous révèle et aussi de ses défis. À partir du moment où tout ça est fait, le petit comité, lors des 5 journées de travail, va implanter ce qu'on appelle les interventions préventives. Le petit comité va choisir des valeurs, élaborer une matrice de comportement, construire des supports visuels puis des leçons d'enseignement explicite des comportements souhaités, élaborer un système de renforcement et ils vont former et informer le personnel scolaire. Donc, une fois que le comité est formé, première opération, l'école doit choisir des valeurs auxquelles elle adhère et qu'elle veut préconiser auprès de ses élèves. Première opération. Et on leur recommande de ne pas choisir plus de 3 valeurs. Mais il y a des enquêtes qui ont été faites sur les valeurs qui se retrouvent à l'intérieur des écoles. Dans 80% de nos écoles en Amérique, il y a 2 valeurs qui sont les mêmes partout. Lesquelles? Le respect. Respect généralement, puis la responsabilité ou l'autonomie, quelque chose qui ressemble à ça. Dans à peu près toutes les écoles, la Fédération des comités de parents du Québec, quand on leur a demandé en 2002, qu'est-ce que vous voulez qu'on développe comme valeur auprès de vos enfants? Respect, responsabilité. C'était clair. Donc, on dit aux gens généralement, prenez ces 2 valeurs-là, ajoutez-en une 3e, pas plus que 3. Une fois que ça c'est fait, on va afficher à l'intérieur de l'école les valeurs qui ont été choisies. Donc, vous avez l'exemple d'une école à Ottawa qui s'appelle le Petit Prince. Quand on rentre dans l'école Le Petit Prince, on voit sur le mur les 3 valeurs. Bon, la madame n'est pas tout le temps là, mais sur le mur, vous allez toujours voir ces valeurs-là. À partir du moment où des valeurs sont choisies, on ne pourrait pas dire aux élèves de l'école, écoutez, si on veut que ça se passe bien cette année, soit sécuritaire, soit responsable, soit respectueux, tout va bien aller. Non. Si on veut avoir du bordel, oui. Si on veut avoir des comportements adoptés, non. Une fois que ce travail-là a été fait, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer chacune des valeurs en comportement observable et mesurable. Si pour nous, le respect, c'est important dans l'école, on va se poser la question. Un élève en salle de classe qui est respectueux, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Un élève qui est respectueux d'un corridor, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Un élève qui est respectueux sur la cour de récré, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Donc, on prend des concepts flous, qui ne veulent pas dire grand-chose, et on les matérialise en comportements observables et mesurables pour toutes les aires de vie de l'école. Donc, on construit ce qu'on appelle une matrice comportementale, où on a d'un côté les valeurs qui ont été choisies, les différentes aires de vie à l'intérieur desquelles les élèves peuvent se retrouver, et on transforme chacune des valeurs en comportements qui seront éventuellement enseignés auprès des élèves. Et c'est comme ça qu'on est capable de matérialiser des valeurs. Sinon, ça reste des concepts vagues, flous, imprécis. Puis des fois, au mieux, moi souvent je dis aux écoles, on fait une semaine sur le respect dans l'année. C'est parce que le respect, c'est pas juste une semaine, hein. Ça devrait être tous les jours. Bon, mais une bonne façon de le faire tous les jours, c'est d'utiliser nos règles. Dans le fond, c'est d'utiliser les règles de classe et les règles d'école, puis de les faire tourner autour des valeurs qui ont été préconisées. Une fois que la matrice est faite, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas prendre cette matrice-là, la mettre sur le mur dans chacune des salles de classe, puis dire aux enfants ou aux ados, c'est pas compliqué cette année, là, voici ce qu'il faut faire. Non, ça ne marche pas ça non plus. Prochaine étape, le petit comité va construire d'abord des supports visuels. Donc, dans chaque aire de vie, on va trouver la valeur qui est préconisée et les comportements qui y correspondent. Donc, vous avez un exemple à la cafétéria ou à la salle de dîner.
Dans ce cas-ci, la responsabilité, c'est la valeur qui a été choisie, puis les comportements qui lui correspondent sont ceux-là. Et quand c'est affiché, il faut que ce soit visible. Ce n'est pas de la tapisserie, il ne faut pas que ce soit en times 2 sur une feuille 8,5 11, ça ne donne rien. Là. Ça devient un outil d'intervention. Parce que les jeunes qui ont des difficultés sur le plan comportemental sont des spécialistes pour essayer de détecter les injustices entre certains individus. Steve, je dois te dire qu'avec Madame Untel, elle ne demande pas la même chose que toi et c'est complètement injuste. Souvent, moi, ce que je réponds, c'est regarde, c'est inscrit en bold de 36 sur le mur, en noir. Je ne sais pas ce que Mme Untel demande, là. Je sais ce que moi je vais demander. C'est ça. Donc, ça devient un outil d'intervention. Donc, les comportements attendus pour le corridor sont affichés dans le corridor. Les comportements attendus pour la salle de bain sont affichés dans la salle de bain. Les comportements attendus pour la salle de dîner, tout est affiché partout pour que ça devienne un outil d'intervention, autant pour les enseignants que les surveillants aussi. Parce que dans certaines de nos écoles, on a des surveillants qui n'ont pas nécessairement un haut degré de scolarité, à qui on confie la surveillance de centaines de gamins. Donc, d'avoir des outils, des supports visuels pour les aider, c'est loin d'être quelque chose de nuisible. Une fois que le tout est affiché, c'est déjà un step de plus que simplement avoir une matrice, mais ce n'est pas encore suffisant. Le petit comité va construire des leçons d'enseignement explicites. Donc, le petit comité va construire des plans de leçons qui ressemblent à ça. Donc, quelle est l'aire de vie que l'on veut adresser? Dans ce cas-ci, c'est l'autobus. Quels sont les comportements de notre matrice, les valeurs, les comportements qui y correspondent? Après ça, pourquoi c'est important d'enseigner ces comportements-là? Puis après ça, on va faire le modelage. Comme dans une démarche d'enseignement explicite, modelage, pratique guidée, pratique autonome. Donc, on va choisir les exemples qu'on va montrer aux élèves ou aux enfants, puis on va aussi leur montrer les contre-exemples. On va leur montrer qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, on va faire une pratique dirigée. On va demander à quelques élèves de nous montrer ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut pas, on ne fait pas pratiquer ça. Ils sont déjà très compétents pour être capables de faire ça. Donc, on les fait pratiquer sur ce qu'on veut, puis en bout de course, ils vont être capables de le faire en pratique autonome. Donc, le petit comité, quand on prend la matrice, pour chaque aire de vie, va construire un plan de leçon. Et ensuite, on va déterminer, avec l'équipe, qui va enseigner ça. Et généralement, ça va se faire dans le premier mois de l'année qui commence. Donc, dès l'entrée des élèves, jusqu'à par exemple à la fin du mois de septembre, tous les comportements de la matrice de comportement ont été enseignés et enseignés en contexte réel. C'est-à-dire que les comportements attendus dans le corridor sont enseignés dans le corridor. Les comportements attendus de la récré ou de la cour de récréation sont enseignés sur la cour de récré. Les comportements attendus dans l'autobus sont enseignés dans l'autobus. On va faire venir un autobus, on va prendre une rail d'autobus et on va enseigner les comportements souhaités en contexte réel. Pas de devinette. Les élèves qui ont des difficultés comportementales sont des spécialistes pour deviner autre chose que ce qu'on souhaite. Tu n'as pas besoin de le deviner, je te l'enseigne et je te l'enseigne en contexte réel. Donc, ça devient important que le petit comité décide, est-ce que c'est chaque enseignant titulaire qui aura le mandat d'enseigner les comportements souhaités? Est-ce qu'on va demander aux enseignants de se placer en équipe de 2 pour le faire? Sky is the limit. On peut le faire comme on veut, mais ce qui est important, c'est qu'on s'assure que dans le premier mois où l'année débute, tous les comportements attendus auront été enseignés avec modelage, pratique guidée, pratique autonome. Ensuite, on élabore un système de renforcement. Et ça, c'est un des irritants du soutien au comportement positif. Dans nos facultés d'éducation, les systèmes d'émulation, les systèmes de renforcement ont été démonisés. Dans plusieurs cas, on nous a fait croire que, on va tuer notre jeunesse avec ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je rappelle souvent à ceux qui critiquent les systèmes de renforcement qu'à toutes les 2 semaines, généralement le jeudi matin, il y a un renforcement tangible qui est déposé dans leur compte de banque, ou dans leur caisse, ou dans la caisse populaire, et que si on arrêtait de leur donner le renforcement toutes les 2 semaines, ces gens-là arrêteraient de critiquer les systèmes de renforcement. Il n'y a aucun effet délétère au système de renforcement, que ce soit sur la motivation, les comportements ou sur l'apprentissage, quand ils sont utilisés selon les règles de l'art. Donc, avec le petit comité, on fait de la formation pour enseigner aux enseignants comment on utilise un système de renforcement de façon adéquate. On va utiliser des renforcements sociaux ou verbaux, beaucoup. Mais on va aussi utiliser de temps à autre des renforcements tangibles. Par exemple, un système d'économie de jetons. Mais beaucoup moins tangible que le renforcement social.
Puis c'est important d'expliquer aux enseignants comment on gère adéquatement un système tangible. Alors, autre chose importante à propos des systèmes de renforcement. Ne jamais utiliser le système de renforcement pour gérer les écarts de conduite des élèves. Il faut considérer ces deux composantes comme deux rails d'une voie ferrée ne se croisent jamais. J'ai un système pour encourager les élèves qui adoptent les comportements souhaités, puis j'ai un système en parallèle pour intervenir quand ça ne va pas. Parce que souvent, les systèmes de renforcement qui ne fonctionnent pas, c'est des systèmes où je te donne, je t'enlève. Tu as le droit de gagner des points, j'ai le droit de t'en enlever. Scanner n'a jamais dit ça, là. Ce qui est donné ne peut jamais être enlevé. Souvent, moi, je dis aux enseignants, imaginez qu'on fait ça avec vous sur votre paye. Là, on dirait, regarde, là, la dernière dizaine, les 8 premières journées, tu as fait un bon boulot, les 2 dernières, tu aurais pu rester à la maison, ça n'aurait pas changé grand-chose. Fait que finalement, on va te payer pour 8 jours. Non. C'est la même chose avec un enfant ou un ado. Ce qui est donné ne peut jamais être enlevé. Moi, je me rappelle, quand j'étais au primaire, je finissais dans le négatif. Non seulement j'en avais pas, j'en devais pour le lendemain. Pensez-vous que je me disais, regarde, là, j'irai peut-être pas ta journée d'activité, mais tu vois le fun que je vais me faire avant. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est donné ne peut jamais être enlevé. Et ça, c'est un défi important, parce que pour plusieurs enseignants, c'est leur système de gestion de classe au complet qui repose sur « je te donne, je t'enlève, je te donne, je t'enlève ». Nous, on dit « tu donnes, point », et tu n'enlèves jamais. Donc, vous comprendrez qu'il faut les équiper ensuite sur les interventions correctives ou curatives. Alors, une fois que tout ça est fait, tout le staff va être informé de ça. Le petit comité va présenter à la grande équipe les valeurs qui ont été choisies, la matrice de comportement, va remettre les plans de leçon, va indiquer comment les comportements vont être enseignés, présente le système de renforcement pour s'assurer que tout le monde le comprend bien. Donc, tout le travail qui a été fait par le petit comité doit être présenté à l'ensemble des membres de l'école. Ensuite, on met en place des interventions curatives ou correctives. Donc, on va élaborer une classification de comportement, on va hiérarchiser les interventions pour gérer les écarts de conduite mineurs, on va établir une politique école claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs, on va élaborer un arbre décisionnel, on va recueillir des données sur le comportement, on va les compiler, on va tenir notre rencontre mensuelle, puis on va encore une fois former les collègues. Donc, une chose qui est importante, c'est pas parce qu'on essaie de mettre le maximum sur le positif qu'on n'intervient pas quand ça ne va pas. Un comportement qui est non géré va augmenter en intensité qu'en fréquence. Donc, première tâche que le petit comité va faire, il va élaborer une classification des comportements problématiques qu'on a à l'intérieur de l'école, des comportements qu'on va appeler mineurs, puis des comportements qu'on va appeler majeurs. Je dois vous rappeler qu'un écart de conduite majeur, c'est un comportement qui empêche l'enseignant d'enseigner, qui empêche les autres élèves d'apprendre, ou ça peut être un comportement illégal, dangereux, voire illicite. Donc, première étape que le petit comité fait, le comité dit chez nous, dans notre école, qu'est-ce qu'on considère comme étant un comportement mineur et qu'est-ce qu'on considère comme un écart de conduite majeur. Et quand on travaille, nous, comme équipe de chercheurs, avec chacune des écoles, on remet à toutes les nouvelles écoles tout le travail qui a été fait par les 60 et quelques écoles avant eux. Donc, on leur remet une soixantaine de matrices de comportement, 400 plans de leçons, et souvent, les gens ne partent pas de rien, là. Parce que souvent, les écoles ont beaucoup plus de ressemblances entre elles que de différences. Par exemple, l'école X va aller fouiller dans le matériel et va dire « Regarde, Steve, cette école-là a choisi les mêmes valeurs que nous. On regarde les aires de vie de leur école, ils ont une bibliothèque, ils ont une salle de bain. C'est les mêmes aires de vie. Le travail qui a été fait nous convient à 80%. Mais moi, je leur dis, volez tout ce que vous voulez voler, parce que le travail que vous allez faire ensuite, nous, on le remet aux écoles éventuelles. Donc, les gens ne partent pas de zéro. Ils vont souvent s'inspirer du travail que d'autres écoles ont fait avant eux. Donc, première étape, mineur, majeur. Une fois que ça c'est fait, on va former le personnel sur les interventions à faire pour gérer les écarts de conduite mineurs. Donc, ce n'est pas un comportement qui t'empêche d'enseigner et qui empêche les autres élèves d'apprendre. Et là, il y a une dizaine d'interventions qu'on va présenter aux enseignants pour être capable de gérer les écarts de conduite mineurs. À partir du moment où un comportement mineur se détériore, malgré toutes les interventions qui ont été faites, ça devient un écart de conduite majeur, ça finit par m'empêcher d'enseigner, ça finit par empêcher les autres élèves d'apprendre. C'est important d'avoir développé
une politique école claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs. Donc, qu'est-ce que le petit comité va faire? Le petit comité va répondre à toutes les questions que vous avez à l'écran pour être capable de savoir que fait-on lorsqu'un élève empêche le prof d'enseigner, empêche les autres élèves d'apprendre, ou bien que le comportement de l'élève est dangereux, illicite, voire illégal. Donc, à la suite d'un écart de conduite majeure, à quel endroit l'élève doit-il se rendre? Il ne peut pas rester dans la classe. Il m'empêche d'enseigner. Donc, où il va? Qui l'accueille? Si le comportement de l'élève est dysfonctionnel, il est en crise, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre fonctionnel? Si le comportement est fonctionnel, est-ce qu'on peut regrouper plusieurs élèves dans le même local? Quelle tâche leur est donnée? Est-ce que la tâche lui permet de réfléchir sur l'écart de conduite? Qui vérifie la réalisation de la tâche? Qu'est-ce qui se passe si l'élève a bâclé le travail? Etc., etc., etc. Qui appelle les parents? Qui prévient les policiers? Etc., etc., etc. Comment on réintègre l'élève? Est-ce que c'est le prof qui doit prendre contact avec l'élève? Est-ce que c'est l'élève qui prend contact avec le prof? Toutes ces questions-là, et il y en a tout près d'une vingtaine, doivent être répondues pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un élève est sorti de classe. Et une fois que ça c'est fait, on va se construire ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Qui gère quoi? Donc, à partir du moment où l'enseignant doit gérer un écart de conduite, première question, est-ce que c'est du mineur ou c'est du majeur? C'est mineur, c'est moi qui gère ça, avec les interventions qui m'ont été présentées. Dans le cas de cette école-ci, ils avaient décidé que quand le comportement est un écart de conduite majeur, mais ce n'était pas illégal, dangereux, voire illicite, l'élève allait au local de retenue, et là, il y avait toute une procédure. Et lorsque le comportement était illégal, dangereux, voire illicite, l'élève ne se présentait pas au local de retenue, il allait immédiatement au bureau de la direction. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que celui-là est meilleur que les autres, mais il faut que l'équipe soit capable de gérer que fait-on avec des écarts de conduite majeurs. Si on avait juste ça dans nos écoles, juste ça, on aurait des changements dramatiquement positifs. Parce que, comme je l'expliquais, les enseignants, dans certains cas, je le garde-tu, je le garde pas, je le sors-tu, je le sors pas. On fait le mineur, on fait le majeur, on répond à toutes les questions sur le majeur, ensuite de ça, on se construit un arbre décisionnel. Et là, ça devient clair. Quand ça ne fait pas partie de la liste du majeur, tu le gères en classe. Et nous, parfois, on va dire à certaines écoles, quand un élève est sorti de classe pour du mineur, on le retourne en classe avec un papier bleu. L'enseignant ne sait pas, l'élève ne sait pas pourquoi le papier est bleu. Le papier est bleu. Mais l'enseignant le sait, lui. Parce que tu l'as sorti pour un motif qui n'est pas acceptable, qu'à la fin de la période, tu t'en vas immédiatement au bureau de la direction. Ça ne fait pas partie de notre liste. Donc, tu ne peux pas le sortir de classe pour un mineur. On te le retourne, puis après ça, on va avoir une discussion avec la direction. Donc, il y a moyen de structurer le système pour qu'il soit le plus efficace possible. Ensuite, dès qu'un élève est sorti de classe pour un écart de conduite majeure, c'est important de noter. Je vous le disais, on est axé sur les résultats, donc ça nous prend des données. Donc, dès qu'un élève est sorti de classe, on va demander aux enseignants de compléter un billet de communication. Dans la majorité des écoles, ça existe déjà. Là. Donc, quand il y a déjà des choses à l'intérieur de l'école qui sont présentes, on ne change pas ce qui marche. Là. Donc, on va prendre les outils qui sont déjà présents. Et vous le savez, quand on demande aux enseignants de remplir quelque chose, il faut que ce soit le moins d'écriture possible. Cocher le plus rapide. Quand un élève est en crise, ce n'est pas le temps de commencer à faire un rapport exhaustif. Il faut que ce soit un minimum d'informations qui va être donné. À partir du moment où les données ont été notées, c'est important de les compiler. Et quand une école commence à avoir un nombre d'élèves important, on ne peut pas compiler ça à mi-temps, excusez l'expression, on va le compiler à l'aide d'un outil informatique. Donc, l'outil informatique va nous permettre de répondre à différentes questions qu'on peut se poser. Quand le petit comité se rencontre une fois par mois, est-ce qu'il y a un problème de comportement important? Quel secteur est impliqué? Est-ce que c'est beaucoup d'élèves qui sont impliqués ou seulement quelques-uns? À quel moment ces comportements-là apparaissent-ils, etc., etc. Donc, on travaille avec une base de données qui s'appelle le profileur de comportement. C'est un logiciel qui a été développé par Claude Deslandes dans l'un des conseils scolaires francophones, je pense qu'il est à l'Orignal, Claude, et que n'importe quelle école peut se procurer. C'est une banque de données qui a été faite pour faire de l'analyse comportementale.